réseau-là. Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'art. C'est ce qui est le plus important. En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le préaccélérateur pour femmes à Montréal. Pour moi, il faut que je donne tout maintenant. À travers 5 épisodes vidéo inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Tu te dis, faut que j'y aille. Parce que travailler à temps partiel, d'un côté, ça va pas y arriver, là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance. Composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie. On répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce 3e épisode, on aborde les meilleures façons de budgéter son projet avec Lindsay Cheng, Jennifer Quanto, Virginie Caparros et Caterina Piché. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Lindsay, je suis directrice de l'opération et cofondatrice chez Galia. Galia, on est la plus grande galerie d'art en ligne et réseau d'exposition au Canada. Et ce qu'on fait, c'est, on est une plateforme donc de galeries en ligne où les artistes peuvent téléverser leurs œuvres et vendre leurs œuvres de façon autonome. Mais on est aussi une plateforme qui permet aux artistes d'appliquer à des opportunités d'exposition qu'on trouve dans les jours, dans le quotidien des acheteurs potentiels, donc des cafés, restaurants, hôtels, et ainsi de suite. Et bien sûr, à travers tout ça, on fait beaucoup de partenariats également avec des organismes pour amener des expositions à valeur ajoutée, mais dans des contextes thématiques intéressants pour l'engagement du public. Bonjour, je m'appelle Virginie. J'ai fondé les services Erabli en début d'année 2022. Mon but en tant qu'ancienne immigrante et aussi professionnelle dans les ressources humaines, j'ai pu constater à quel point il était difficile quelquefois, même souvent, d'intégrer des travailleurs qualifiés étrangers localement, socialement, culturellement. Donc, je suis toujours en phase de démarrage et il m'a fallu un peu de temps pour me lancer. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je veux vraiment soutenir et les entreprises qui ont besoin de ressources et de soutien pour accompagner les travailleurs étrangers et également les étrangers ou les immigrants eux-mêmes dans leur recherche, dans leur planification d'intégration au Québec. Wow. Super. Je vais y aller. Moi, c'est Caterina Piché. Je suis la fondatrice de Sauge, donc S-O-J-E. On fait des culottes menstruelles réutilisables, des jolies culottes menstruelles. Notre particularité, c'est qu'on les fabrique à Montréal, on les développe à Montréal et elles ont une particularité lingerie. Donc, c'était vraiment important pour nous de créer un produit qui est attirant pour vraiment donner envie aux femmes de porter des produits réutilisables, plus écologiques pour l'environnement et qu'elles se sentent belles et confiantes dans leur culotte, quoi, dans leur culotte menstruelle et dans leur corps. Oui, bonjour, donc moi c'est Jennifer Quanto, donc je suis fondatrice de Parsimonia et cette entreprise vise à rendre la littératie financière accessible à tous. Et donc je fais ça en proposant en fait des activités ludiques et éducatives pour les enfants, donc pour aider les parents qui ont des enfants en primaire et en début de secondaire à parler de la finance personnelle avec eux pour qu'ils soient prêts finalement quand c'est le moment de gérer leur argent et ne pas avoir d'anxiété et puis savoir ce que c'est les crédits et ne pas se retrouver endetté sur une carte de crédit très jeune comme on peut le voir avec certaines personnes ici. Comment avez-vous budgété votre projet? Budgéter un projet, c'était surtout difficile au niveau des projections parce que comment Galia a été construit, on est vraiment dans l'industrie de la tech, de l'innovation, de la culture. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'indices par rapport à ce qu'on faisait. Donc, essayer de standardiser le processus d'exposition à travers tout type de lieux, ça n'a jamais été fait avant. Donc, on n'avait pas d'exemples sur lesquels se reposer. Donc, il fallait vraiment faire des tests au fur et à mesure. Et les projections étaient justement pas très réalistes au départ parce que
on sait pas c'est à quoi ça va ressembler. Donc, je pense que le budget au début, c'est vraiment de l'ajuster au fur et à mesure, se faire une idée, essayer de faire le plus de recherche possible autour des gens sur comment budgéter, comment on peut percevoir le tout et venir accompagner avec de quoi de concret. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Moi aussi, moi j'ai un produit, donc c'est sûr qu'au début, c'était assez facile de me faire un scénario de combien ça allait coûter. Après, moi, le défi que j'ai rencontré, c'est que les gens, les manufactures, etc., au Québec, ça négocie pas vraiment fort. En fait, j'avais des idées de coûts qui finalement ont été beaucoup plus élevés que prévu. Donc voilà, tu sais, mais comme tu dis, c'est vraiment important d'avoir comme quand même un scénario de grosso modo comment ça devrait coûter. Et si ça coûte au-dessus, ben c'est sûr que aller chercher des moyens plus créatifs ensuite pour essayer de s'ajuster. Parce qu'au final, le plan de départ, je sais pas pour vous, mais c'est jamais ce qu'on a prévu initialement. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand on est vraiment sur le terrain, puis on teste, puis on commence à faire affaire avec des gens, ben forcément, ça finit par coûter toujours plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc voilà, moi, c'est un peu ces défis-là que je rencontre. Puis justement, je travaille à justement réduire mon coût de production parce que moi, personnellement, c'est vraiment l'enjeu que je rencontre en ce moment. Mais voilà, tu sais, il y a toujours des solutions. Après, c'est ça, voilà. C'est vrai que d'une règle générale, ça coûte toujours un peu plus cher au niveau des projets que ce qu'on prévoit au préalable, juste parce qu'on n'est pas capable de savoir exactement comment ça va se passer. Il y a toujours des imprévus. Puis avec le temps, la capacité d'estimer aussi quelle marge, en fait, de manœuvre il va avoir, quelle marge d'étendue, de différence avec ce que tu prévois, le worst case, qu'ils disent, donc le pire scénario, le moyen scénario et le meilleur scénario, ben, ça devient un peu plus, ça se rapproche un peu plus de la réalité. Exact. Ça ne va jamais être exactement au sous-près, mais... Exact. Oui. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que ce que je me rends compte en ce moment, c'est de toujours prévoir un plan B. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, nous, au niveau de notre marge, on a une idée de marge, notre marge idéale, mais aussi, tu sais, voir est-ce qu'on est OK avec une marge plus faible et comment, en fait, se rééquilibrer dans le futur. Mais oui, c'est ça. Donc... Et est-ce que, justement, est-ce que toi, ton prix, tu te l'étais fixé, parce que comme tu t'étais fait une idée, en fait, des coûts, est-ce que ton prix, tu l'avais fixé sans forcément avoir le coût final, ou est-ce que tu as ajusté, du coup, quand tu as découvert que le coût allait coûter? En fait, j'ai fixé le prix quand j'ai su ce que ça allait coûter réellement. Et c'est ça. Donc, mon prix est celui qui est d'une production qui est faite à Montréal. Mais c'est ça, c'est à la toute fin que j'ai vraiment fixé mon prix parce que pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Ouais. Donc après, tu sais, il n'y a rien qui empêche d'ajuster pour les prochains modèles mais pour l'instant, oui, c'est ça. C'était mieux de le faire à la fin pour moi. Et on s'entend que le fait de le faire produire à Montréal, c'était un choix. Exactement. C'était quelque chose d'important qui faisait partie de l'identité de l'entreprise. Donc, tu aurais pu trouver des coûts peut-être de manufacturer plus, beaucoup moins cher ailleurs, mais ça fait partie de l'identité. Donc, on doit aussi, au niveau de l'évaluation des coûts, faire des choix qui sont alignés avec les prémices, la thèse de l'entreprise. C'est ça. Tout à fait. Mais moi, je pourrais dire que c'est différent parce que je me suis lancée dans un service, donc je n'ai pas de produit en tant que soi. Et je suis partie vraiment avec $0. Donc j'ai décidé de dire, j'avais de l'argent de côté, mais je me suis dit, si je pars de $0, comment je vais commencer, démarrer mon entreprise? Donc j'ai commencé à calculer tout ce dont j'aurais besoin, par exemple une auto, le gaz, chaque jour combien ça va me coûter,
les frais en matériel, en papier, ce que j'avais déjà, ce que je n'avais pas encore. Commencer à faire des petites actions, à faire du love money, à demander aux amis. J'ai également commencé à vendre des choses. J'ai commencé, et puis j'ai aussi mis une part de mon salaire pour l'entreprise. J'ai commencé vraiment à construire quelque chose, même si je n'avais pas trop de dépenses dès le départ. Je me suis dit, au cas où demain, je quitte ma job et je me lance à 100%, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais... Et puis, on a besoin d'argent aussi dans les ventes, dans le marketing. Souvent, on se dit, OK, on est dans un monde connecté, mais on ne peut pas tout faire gratuitement. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, faut, comme on dit en bon français, il faut scaler. Là. donc, c'est pareil, j'ai commencé à mettre il fallait commencer à budgéter vraiment où je mettais l'argent. Donc, c'est un peu la différence avec un produit, mais quand même, il y a aussi de l'argent qui s'en va. Donc, j'ai toujours eu cette pensée que quand on montait une entreprise, il fallait partir avec beaucoup d'argent ou de l'argent de côté. Et puis, j'ai écouté d'autres sources de conseils quand j'entendais, ben non, on peut partir d'une entreprise de zéro. J'ai testé en fait cette phase et c'est pour ça que je pourrais dire que toute femme pourrait entreprendre aujourd'hui parce que qu'elle ait de l'argent ou pas, si elle a une idée, comme tu disais, quelque chose qui la motive, qui la passionne, mettre des petites actions à chaque jour, puis l'argent va commencer, on en parlera plus tard, mais après ça va commencer à arriver. Je pense que tu mets un doigt sur quelque chose de super important. C'est pas nécessaire d'avoir un budget de départ pour investir dans son entreprise, mais c'est bien d'avoir une conscience de c'est quoi, quels sont les coûts en fait, quels sont les éléments de base des coûts. Et souvent, je pense que je vois beaucoup d'exemples où les entrepreneurs se lancent en se disant que « Ah non, ça me coûte rien parce que c'est juste mon temps. » Mais le temps, aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Si tu veux que l'entreprise grandisse, éventuellement, ça va être quelqu'un d'autre, ça va être un coût. Il faut que tu le comptes dans le pricing pour que ce soit scalable, comme tu dis, là, à long terme, effectivement. Et c'est une erreur que j'ai fait moi-même, de se dire, c'est pas grave, ça ne coûte rien parce que je vais passer mon temps la fin de semaine à le faire. Mais au final, c'est aussi les gens qui vont reprendre le travail au fur et à mesure que tu grandis l'équipe. Vont pas nécessairement le faire dans le même temps que toi ou qui vont pas le faire de la même façon. Donc, il y a aussi ça à considérer, effectivement. Je suis toujours, en fait, dans la partie validation et essayer d'aller plus en détail sur la solution que je veux proposer. Donc, j'ai pas fait de budget et par contre, j'ai essayé, j'ai ouvert un gabarit qui existait déjà. Et moi, je trouvais que ça m'a complètement bloquée parce que c'est tellement... En fait, quand tu ouvres un gabarit, genre tout déjà fait avec toutes les différentes sections, bah, tu te poses à des questions que en fait, tu ne t'oserais jamais poser, genre, OK, marketing, publicité. Ben, moi, je me suis jamais posé quand je vais commencer par marketing, publicité. Et finalement, et pourtant, moi, dans la vie, genre, ça fait depuis que j'ai 18 ans, ça fait plus de 15 ans là, que je fais des budgets pour ma vie personnelle. J'ai accompagné mon conjoint qui a créé une entreprise de création de sauces piquantes et c'est moi justement qui faisais ses budgets, c'est moi qui faisais le suivi de son cash flow. Mais quand c'était le moment de le faire pour mon entreprise, j'étais complètement bloquée. Et moi, ce que je me dis, c'est que finalement, il faut moi, je le ferais au lieu de m'ouvrir genre un gros gabarit tout rempli. Je pense que, le moment où je le ferais vraiment, c'est de lister moi ce que je pense vont être les dépenses. Surtout au tout début, tu n'as pas forcément les moyens de commencer à faire du marketing, de la publicité, etc. Donc vraiment lister les coûts, ses propres catégories et puis le remplir. Et aussi pas, le gros gabarit, c'était genre un mois, donc un Excel était super grand sur un an et chaque mois, il fallait comme budgéter. Mais moi, je pense que je le ferais d'abord, un an, grosso modo. Lister les coûts, les dépenses, combien je pense que je voudrais vendre, à quel prix, et puis juste faire des petits changements comme ça une fois que je fais quelque chose que je pense qui a du sens
pendant 1 an, c'est là que tu peux dire, OK, le premier mois, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, vraiment y aller petit à petit parce que je trouve que les gabarits là, qui sont proposés sur les sites sont impressionnants et ils font peur. Et pourtant, moi, je travaille tous les jours dans les données. Là, mon travail à temps plein, c'est analyse de données. J'ai des gros fichiers Excel et puis ça me fait pas peur. Mais dès que tu le fais pour ton entreprise, je ne sais pas si vous, là, la première fois que vous avez ouvert un gabarit, comment vous vous êtes senti, mais moi, j'étais... Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, au début d'une entreprise, c'est difficile de catégoriser qu'est-ce qui est marketing, qu'est-ce qui est vente, qu'est-ce qui est... Parce que tout ça, c'est relié. On est tellement une petite équipe que pendant que tu fais du marketing, il y a aussi de la vente dedans. Quand tu fais des rencontres d'affaires, c'est de la vente et du marketing. Donc, c'est difficile de catégoriser. Puis, je pense que effectivement, les gabarits viennent plus soutenir des structures beaucoup plus divisées, puis catégorisées, qui font en sorte qu'ils sont pas nécessairement toujours adaptés, en fait, à une start-up ou au début d'une entreprise. Et effectivement, ça peut vraiment plus porter à confusion, en fait. Mais je pense que c'est bien de voir un peu l'ensemble des éléments qui s'y retrouvent pour garder en tête. Et des fois, on ne sait même pas, en fait, c'est quoi la définition, à quel point, qu'est-ce qui englobe, en fait, tout le marketing. Et il y a des aspects, en fait, de la gestion des spécialisations qu'on découvre au fur et à mesure aussi, et c'est OK. Et je pense que c'est se permettre aussi de découvrir le métier au fur et à mesure, effectivement. Puis de se fier à qu'est-ce qu'on connaît au départ, mais de garder une perspective sur l'ensemble des rôles à aller chercher, de l'expertise à aller chercher dans le réseau d'accompagnement, mais aussi dans son entourage. Mais je pense que c'est beaucoup se poser les bonnes questions, en fait. Mais se faire confiance aussi, comme tu dis, de partir de qu'est-ce qu'on connaît, en fait. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. En plus, souvent, il faut comme en créer un quand même, parce que surtout au début, quand tu vas aller chercher du financement, du soutien, du support, tu dois comme le présenter. Et j'aime beaucoup ton approche de, tu sais quoi, on va y aller sur 1 année. Parce que souvent, il faut le faire sur 2, 3, 4 ans, puis toi, tu pars de 0. Donc, tu dis, je serai où dans 4 ans? C'est quoi, comment je calcule mes projections financières? Donc, c'est ça, ouais, partir sur 1 année, je trouve que ça fait plus de sens. Puis, après, tu commences à apprendre. Moi, personnellement, j'ai comme beaucoup appris sur la budgétisation, les ratios, le compte de caisse, tout ça. Puis, mais il faut le faire, parce que tranquillement, mais sûrement, parce que oui, ça va être un asset essentiel dans tes prochaines discussions. Surtout, oui, c'est ça, t'en vas vers des sources de financement ou même investisseurs. Produit versus service, différents budgets? Par rapport au service, il y a plusieurs écoles de pensée. De ce que je comprends, tu as le service, tu as la tarification à l'heure ou au projet. Moi, j'ai commencé à l'heure, puis là, je commence à partir plus vers une idée de projet global, surtout que, je sais pas, par exemple, je veux pas prendre n'importe quel type de métier, mais je sais pas, un comptable, il va quelquefois facturer à l'heure parce que tant d'heures qu'il aura mis dans un projet. Alors que moi, par exemple, ce que je comprends, enfin, ce que j'arrive à analyser un peu mieux maintenant, c'est que moi, mon service implique d'autres partenaires. Donc déjà, que ce soit des recruteurs, des consultants en immigration. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de temps dans le fond, avant l'action, qui est aussi que je dois prendre en compte. Parce que, comme tu dis... on va travailler les soirs, les fins de semaine pour notre projet, mais en même temps, c'est du temps et puis on doit aussi payer nos factures. Donc, il faut prendre tout ça en compte et se dire, OK, j'ai passé une journée de 10 heures, j'ai passé 6 heures à discuter, à faire de la négociation, puis j'ai passé 4 heures sur le terrain. Est-ce que je vais facturer juste les 4 heures sur le terrain? Est-ce que je facture les 10 heures de la journée? Donc, voilà, faut prendre en compte justement c'est quoi aussi l'organisation de tes semaines, puis de tes mois, ton activité. Et puis ensuite de ça, aussi, je pense qu'il faut s'analyser. Mon âge, mon expérience, dépendamment de... Aussi, est-ce que j'offre juste
une sorte de métier à une personne ou je suis comme 10 métiers en même temps parce que j'ai le chapeau de 10 personnes puis je l'offre sur une heure à quelqu'un. Donc, il faut analyser tout ça, voir c'est quoi sa vraie valeur, voir aussi la valeur du marché, nos concurrents, combien ils chargent aussi. Et puis c'est ça. Donc, mais commencer doucement, mais sûrement, mais offrir aussi un prix qui a du sens. Et aussi pour les clients, parce qu'il y a aussi après, il y a d'autres choses à comprendre, il y a la psychologie du prix, tout ça. Mais je pense qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est aussi qu'on se sente bien avec le prix qu'on offre et qu'on soit satisfait de son travail et que les clients, en retour, s'ils sont heureux de nous payer ce prix-là, c'est qu'on a déjà touché un bon point. Absolument. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans ma vie, si ça ne tente pas de le faire, mets un prix. Pour que ça tente de le faire. C'est ça. Donc, effectivement, puis dans nos débuts chez Calia, surtout au niveau des lieux d'exposition, mais aussi au niveau des partenariats, il y avait un volet vente, mais durant la vente, durant les premières discussions, il y avait déjà du design de projet, en fait, qui est en... Puis ça nous a pris beaucoup de temps avant de le compter comme étant faisant partie du prix, de la fixation de prix, parce que la partie de remue-ménage, juste pour comprendre les besoins de l'autre et concevoir un projet, c'est la grande partie de l'énergie, parce que si cette étape-là se passe pas bien, le reste, en fait, c'est juste de l'exécution. Puis c'est de l'expertise. Exactement. Puis aussi, après ça, on a aussi dans notre liste de prix maintenant la relation artiste, relation partenaire, parce que ça aussi, c'est de l'ajustement au fur et à mesure d'un projet qui compte pour une grande partie du temps, en fait, à constamment être réactif, à constamment pouvoir amener des solutions quand les choses se passent différemment. Et on essayait beaucoup de répliquer les gabarits des projets pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on ait vraiment des catégorisations claires du prix, parce que à chaque fois, un projet, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la nouveauté? Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas toujours de la même façon? Mais je pense que c'est la nature, en fait, des projets en soi. Que c'est, quand tu travailles avec un partenaire différent, nécessairement, le contexte dans lequel ton projet est amené, le type de partenaire, les besoins du partenaire, tout ça, c'est des éléments qui sont différents d'une fois à l'autre, et on peut avoir des étapes, en fait, dans un projet qui sont constantes, mais au sein de ça, la gestion de projet en soi, c'est du design, de la résolution. Quelle source de financement êtes-vous allé chercher? J'ai financé la majorité de mon projet moi-même. Donc, ça vient essentiellement de fonds propres. Ensuite, je fais partie aussi du programme de Desjardins qui s'appelle Créavenir. Donc, ça aussi, ça aide quand on est en développement. Et voilà, Puis oui, j'ai eu un peu de love money aussi quand même, de ma famille qui croit en mon projet. Et c'est essentiellement ça pour l'instant. Mais là, c'est sûr que je vais éventuellement commencer à regarder d'autres sources. Donc, je vais écouter les autres où ils sont allés chercher. C'est sûr que j'ai des petites pistes, mais à voir. Est-ce que tu avais pensé à faire du crowdfunding? Oui, en fait, c'était mon idée première, c'était vraiment de faire du crowdfunding. Mais ce qui m'a arrêtée, c'est que en analysant un peu les plateformes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de projets de culottes menstruelles. Donc, je me suis dit, tu sais, tant qu'à ça, moi, mon produit, il va être prêt bientôt, je vais juste me lancer, puis après, j'ajusterai. Puis, il n'est jamais trop tard pour faire du crowdfunding si je sens qu'il y a un besoin là. Mon conjoint, lui, il avait fait du crowdfunding avec Ulule. Et en fait, c'était pour lancer comme un nouveau produit dans sa gamme. Et donc, c'était intéressant parce qu'en fait, pour pouvoir lancer un produit, il faut que tu aies du cash flow pour pouvoir commencer à investir et à acheter les matières premières, les bouteilles, les étiquettes. Donc, en fait, c'était une façon pour lui de lancer le produit, donc d'avoir la première source.
Et c'est vrai que ça demande en fait beaucoup d'énergie parce que c'est ça, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux pour vraiment tous les jours faire des campagnes, t'assurer que les personnes voient ton produit. Tu te donnes aussi des objectifs, donc il faut... et c'est ça qui est motivant finalement, c'est que tu donnes un objectif précis. Au début de la campagne, tu as 1 mois pour l'atteindre, 1 mois ou plus ou moins. Là. Et puis, faut que tu ailles chercher, faut que tu fasses une landing page, que tu ailles chercher les personnes qui sont prêtes à acheter, que ce soit des personnes que tu connais ou des personnes que tu connais pas, mais c'est très stressant, je trouve. Parce que ça te met beaucoup de pression sur, tu as l'impression que, si j'atteins pas mon objectif, tu es un peu déçu. Et puis, mais après, ça peut être, si tu le fais bien, ça peut être très valorisant aussi. Donc, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait ça, mais... Ouais, moi, j'ai fait un peu ça aussi, le crowdfunding. J'ai trouvé une plateforme qui me permettait de ne pas avoir de délai, de date limite. Mais je me suis pas du tout mis trop d'énergie. J'ai mis de l'énergie genre la première semaine, les 2 premières semaines, puis après ça, j'ai mis ça de côté. J'ai quand même des amis qui m'ont donné, mais par contre, j'ai assisté à beaucoup de webinaires puis de conférences ces derniers mois. Je sais qu'il y a l'écosystème montréalais est super généreux, mais après, c'est ça, il faut trouver aussi les secteurs puis les industries qui te correspondent, évidemment. Quand on est une femme entrepreneur au Québec, quand même, il y a vraiment du choix. Donc, j'avais pas entendu... Enfin, je savais que Desjardins offraient des programmes. Je trouve ça super intéressant. Mais je sais que... En plus, j'ai vraiment un projet. Moi, par exemple, dans le cadre de mes déplacements, j'aimerais ça avoir aussi plus un impact environnemental. Fait que là, comme j'étudie, peut-être avoir une auto électrique, surtout si je transporte du monde. Mais là, une auto électrique, c'est long, ça coûte cher. Fait que j'ai même assisté à des webinaires sur les aides fédérales quand ça touche justement l'environnement. Enfin, il y a vraiment plein de choses, il y a trop de choses, mais on peut y trouver son compte. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai pas encore appliqué, mais je suis en train de penser à 2-3 là. Nous, on a commencé avec bien sûr un peu d'argent de nos poches. Donc, moi, je travaillais sur le côté et ce que je pouvais mettre au niveau des opérations parce que c'était le seul endroit où ça nous coûtait de quoi à ce moment-là. On est entré après ça au MT Lab, qui est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. Et à ce moment-là, on avait en fait un réseau d'aide qui nous donnait des indications beaucoup plus claires, des présentations au niveau des subventions qui sont disponibles. Donc, je pense qu'entrer dans un réseau, c'est super important et les incubateurs servent vraiment à ça, à pouvoir te faciliter la recherche d'informations. Et à partir de là, on a commencé à appliquer à des endroits, on essaie de nommer. Mais je pense qu'une des choses importantes à considérer quand on fait une demande de subvention ou une demande de bourse ou quoi, c'est vraiment de se dire où va aller l'argent, de le rendre clair pour les gens comme voici où mon entreprise est, voici mon idée et l'argent va aller pour me servir, me propulser vers quoi et à quel moment, où est-ce qu'on pourrait se rendre avec cet argent-là. Puis je pense que ça, c'est la méthode dans tout, que ce soit bourse, subvention ou investissement, capital de risque, tout ça, c'est vraiment la mentalité à avoir du côté des gens qui vont te analyser. Le tout, c'est de clarifier en fait quel sera mon apport une fois que je donne de l'argent à cette entreprise. Puis ça, c'est vraiment, je pense, la clé de l'apprentissage à travers notre fonctionnement, parce qu'on est allé au début chercher, donc on a reçu la bourse, 2 bourses en fait du MBI, qui nous a permis de commencer à se payer un salaire et d'aller à temps plein dans l'entreprise, en même temps que de travailler sur d'autres demandes de subventions et tout ça. Puis beaucoup en technologie, en innovation, dans les subventions. On est aussi allé octroyer des prêts, donc Futurpreneur, BDC, Desjardins aussi, qui sont des prêts, des fois dédiés aux entrepreneurs, donc qui comprennent très bien la réalité, en fait, des entrepreneurs pour ça. Donc,
super intéressant. Puis ça, par la suite, en démontrant une croissance avec le tout, on est allé finalement en ronde, en fait, en investissement à capital de risque. Donc, on s'est lancé là-dedans parce que notre but, c'était de vraiment s'étendre à l'international et parce qu'on a réalisé que nos clients, ça peut être, ils sont partout dans le monde, en fait. Donc, quand on parle du quotidien, des murs, des bureaux d'affaires, des hôtels, tout ça, c'est ce qu'on appelle un océan bleu comme marché. Donc, cette voie-là, c'était... Puis là, ça devenait vraiment, vraiment tout un autre monde, le capital de risque, parce que il y a des anges, donc il y a des gens qui croient en ton entreprise, qui veulent investir de façon individuelle. Tu as aussi des fonds d'investissement d'un peu partout dans le monde. Puis là, il y a un processus là, de rencontre quand on ouvre une ronde. On rencontre, on pitch en fait à un grand nombre d'investisseurs, mais souvent c'est des pitches de 30 minutes seulement. Et à partir de là, il faut, c'est le même processus de OK, puis on a compris ton entreprise, maintenant on va regarder tes données, on va analyser tes données plus en détail. Et chaque fonds fonctionne différemment avec des tests différents. Donc c'est tout un autre monde, mais c'est super intéressant. Il y a des programmes d'aide, en fait, de financement comme ça, par exemple, le Women in Tech, qui va vraiment t'amener, en fait, faire le tour de l'investissement dans une certaine région, comment ça fonctionne, puis préparer à tout ça. Donc, c'est aussi, je pense, oui, il y a des sources d'investissement, il y a aussi des programmes qui t'aident à les obtenir, en fait, à le comprendre. Puis c'est pas facile, c'est pas simple, mais il y a des ressources disponibles. Faut-il s'y connaître en finance? Moi, personnellement, je ne me connaissais pas vraiment en finance avant d'avoir commencé. Donc, je pense que ça ne devrait pas être un frein parce que je pense que quand tu as le bon produit, le bon prix, quand tu as, bref, une recette qui fonctionne, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'avoir les connaissances. Par contre, il faut les acquérir quand même assez vite. Ou alors s'entourer de gens qui vont avoir ces compétences-là. Puis comme tu dis, il faut vraiment aussi acquérir certaines connaissances au fur et à mesure parce que moi, au début, j'avais comme « au pire, je donnerais ça à quelqu'un. » Mais en fait, non, il faut vraiment que tu gardes le contrôle sur ton entreprise puis ce qui s'y passe. Fait que oui, tu peux peut-être commencer avec quelqu'un, mais moi, par exemple, depuis le début, je me suis formée petit à petit. J'avais mes croyances limitantes. Non, la compta, la finance, pas pour moi. Mais j'ai compris que non, il fallait que je me forme quand même si j'avais quelqu'un de meilleur avec moi. Il fallait que j'arrive à un niveau où si demain je me retrouve seule, que je puisse lire les chiffres puis justifier en face d'un audit ou de n'importe qui. Donc, c'est ça. Faut pas forcément avoir des finances dès le départ, mais se mettre le nez quand même dedans un peu. Mais moi, je pense pas non plus là qu'on ait besoin des connaissances en finance et comptabilité. Et je pense que ça vient naturellement dans le sens où, parce que c'est ton projet, c'est ton produit, tu veux que ça soit rentable. Donc, tu n'as pas le choix finalement de connaître tes chiffres. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les catégories, mais tu veux savoir, OK, bah, si je le vends à tel prix, c'est quoi ma marge pour le faire. Donc, tu n'as pas le choix finalement. Tu sais, par exemple, pour mon conjoint qui vendait ses sauces piquantes, là, on avait mis un prix, mais on suivait vraiment à chaque mois combien ça coûtait de produire sa bouteille. Comme ça, lui, il était capable de dire, OK, moi, je veux pas que ça dépasse 30% de mon prix de vente, parce que sinon... Donc, même si lui, il n'avait aucune connaissance en finance comptable, quand tu sais que ça te coûte $12, tu sais que tu ne veux pas dépenser $3 pour le prix d'une bouteille. Donc, je pense que ça vient naturellement juste parce que tu as besoin de le savoir. Et puis, c'est une façon aussi de prendre des bonnes décisions. Tu vas chez un fournisseur, si ça te coûte 2 fois plus cher le prix du piment, ben, tu sais que tu ne peux pas aller là parce que tu ne veux pas dépenser. Donc, au bout d'un moment, parce que ton produit ou ton service a une certaine valeur, ben, naturellement, ça va t'aider à faire des choix d'aller dedans. Et moi, j'ai aucune connaissance en comptabilité et en finance, c'est juste parce que moi, j'aime ça,
connaître les chiffres et combien on fait d'argent, mais à force de le faire, t'apprends, tous les jours. En fait, c'est comme toutes les choses en entrepreneuriat, t'apprends dans tous les domaines et comptabilité. Au début, c'est ça, c'est un langage tellement nouveau pour moi que moi j'ai un background, moi j'ai étudié en design et en histoire de l'art, donc ça dit, donc après j'arrive dans une situation où je dois gérer, apprendre tout l'aspect financier, c'est vraiment c'est le fun, mais après c'est sûr que j'ai besoin d'une personne qui va juste me montrer, ok, ça c'est ça justement tout ce qui est marge brute, on dit, j'étais comme, mais c'est quoi? Donc, c'est rien, c'est peut-être la base, mais je savais même pas la base, puis j'ai dû apprendre assez rapidement. Et même encore là, je pense que j'ai besoin d'être accompagnée pour cet aspect-là, encore pour au moins 6 mois, là, pour vraiment avoir fait une année, avoir bien compris comment analyser, et puis voilà, mais je pense que c'est normal, on est capable, il faut aussi en tant qu'entrepreneur être capable de savoir ses forces, ses faiblesses. Ben moi, ma faiblesse, c'est ça, puis c'est peut-être le point le plus important pour tout le reste, pour que ça fonctionne, puis je veux le comprendre, donc voilà. Donc il faut vraiment, pour moi, que je sois accompagnée de la bonne personne de confiance aussi. Et puis si c'est le cas, ben c'est parfait. C'est vraiment un apprentissage. Mais ça se fait. Un conseil pour celles qui nous écoutent? Ben, je dirais que déjà, si elles ont un emploi, elles peuvent rester dans leur emploi. Elles peuvent travailler durant leur temps libre et les fins de semaine, peut-être pour... si elles ne savent pas, il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'aides qui permettent de justement quitter son emploi et de travailler à 100% sur son entreprise. Si vraiment elles ont trop peur, qu'elles gardent peut-être leur emploi salarié pendant un temps, comme ça elles sont sûres d'avoir l'argent qui rentre. Mais je pense que comme on en a parlé, il faut partir petit à petit. On ne vous demande pas demain de tout de suite investir 100 000 $. On commence petit et puis si on fait des essais-erreurs, on voit ce qui marche ou pas. Mais dans tous les cas, monter une entreprise, c'est prendre un risque. Qu'il y ait de l'argent ou pas. Et puis après ça, mais il faut se lancer. Moi, je suis la première j'ai toujours eu peur de me lancer. C'est dans ma tête depuis une dizaine d'années. Mais il m'a fallu avant ça comme kicker un peu mon syndrome de l'imposteur. Je suis la plus grande peureuse. Et si je me suis lancée, n'importe qui peut se lancer. Mais en faisant des micro-actions à chaque jour, c'est là qu'on se dit, en fait, je suis en train de monter mon entreprise, veux pas. Et puis après, on devient accro. Ben après, ça dépend, je pense, aussi du niveau de risque que chacun est prêt à prendre. Moi, je pense que pour le mieux, c'est d'être à temps plein sur son projet et de ne pas avoir d'emploi, ben ça te pousse de malade parce que quand tu as un emploi, tu te dis, bon, ben ça va, je vais faire demain, de toute façon, je suis dans mon confort. Tu sais, moi, quand j'étais salariée, j'avais cette envie-là, mais je ne prenais pas action. Donc, il a vraiment fallu la COVID pour moi, pour vraiment prendre action, pour se servir de ce contexte-là, pour amener ça en opportunité. Et c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai pu me dédier à 100%, puis je veux que ça marche parce que sinon je peux pas je peux pas justement combler mes besoins. Moi, je travaille à temps plein et vraiment, je me suis lancée en me disant je veux juste enjoy the experience, genre apprendre de cette expérience et je me dis au pire, j'aurais appris, même si je ne réussis pas, j'aurais appris quelque chose et puis peut-être que ce sera la prochaine fois que je me lance ou la troisième fois que je me lance. Donc j'apprends. Donc en fait, je pense que je me suis beaucoup essayé de me ramener à, une étape à la fois. Parce que si je commençais à me dire, mais je vais avoir besoin de 30 000 $ pour pouvoir me lancer, je vais avoir besoin de telle personne que je ne sais pas comment faire. Donc vraiment, moi, j'ai essayé de me dire, moi, mon objectif, c'est tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Si un jour, je dois
investir de l'argent, je vais attendre le moment où je vais devoir prendre cette décision pour me dire non. Donc, je ne veux pas me bloquer dès le début et me dire, OK, non, c'est impossible, je vais avoir besoin de 100 000 $. Et tous les jours, j'essaie de me ramener vraiment de un jour à la fois. Tu avances sur ton projet et puis tu verras au moment où il va falloir prendre des décisions difficiles. Si, OK, je dois lâcher ma job ou je dois investir tant d'argent. Parce que sinon, je vais me bloquer. Et puis, je me dis, à chaque fois, je vois des entreprises qui réussissent, qui ont réussi maintenant. Et je me dis, ils ont commencé comme moi, de zéro. Donc, ça s'est vraiment fait une étape à la fois. Et si je ne commence pas aujourd'hui, finalement, je ne vais jamais me rendre. Je ne peux pas me dire, OK, je vais attendre dans 5 ans quand j'aurai assez d'argent. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui fait que tu vas réussir. C'est tout ce qui c'est ton mindset, c'est ton mental. Donc, je ne pense pas que l'argent devrait être un bloqueur. C'est vraiment, mets-toi un mindset que tu peux y arriver. C'est juste une étape à la fois. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si ces entrepreneurs t'ont inspiré, n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse-nous un commentaire au passage. On t'invite à en découvrir plus sur le programme Fondatrice sur le site web de Startup Montréal. À très bientôt!